la meule, la grosse pierre, et la molette, la plus petite pierre, qui va nous être utile. Il faut savoir que jusqu'à il y a 100 ans, en Bretagne, il n'y avait pas assez de moulins, ni à vent ni à eau, pour pouvoir subvenir à tous les besoins. Donc il y avait beaucoup de gens qui allaient moudre encore leurs grains avec de la pierre. Et c'était le cas il y a 6500 ans, à l'époque des menhirs. Donc du coup, on a fait ça dans l'essentiel de l'histoire de l'homme. Et on est toujours agriculteur, éleveur, on se nourrit toujours principalement de céréales. Donc du coup, c'est vraiment les bâtisseurs de menhirs qui ont créé notre mode de vie à nous. Et un des gestes très présents qu'on fait plus trop, eh ben, c'est la mouture. C'est ce que vous allez... Il faut faire attention parce que si on fait tomber, les grains sur le côté vont être difficiles à trouver. Donc il faut être très tendre avec. On le met plutôt en hauteur, on va les réunir comme ceci. Hop. Et ensuite, on va faire un mouvement avec la main. On fait attention de ne jamais mettre ses doigts en dessous, parce que sinon, ça peut faire très très mal. C'est très lourd comme pierre. On va mettre la pierre dessus, on ne tape pas, sinon on risque de tout se faire éclater. On la pose dessus. Ensuite, on se met à genoux ou juste un genou à terre. Et on va faire un mouvement en écrasant et en glissant vers le bas. Et vous voyez, ça va éclater les grains et faire sortir de la farine au fur et à mesure. Et après, s'ils sont tous descendus, vous pouvez les remonter et le refaire plusieurs fois. D'accord? Donc vas-y, tu te mets ici. Et fais attention, c'est très lourd. Du grain, vous allez devoir le moudre, le grain. Le moudre pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De la farine, exactement, de la farine. Alors juste avant qu'on s'y mette, je voulais vous présenter différents types de graines qu'on va retrouver à la préhistoire. À l'époque des menhirs de Monteneuf, on se nourrit majoritairement de pain, de galettes. Et un Français d'il y a 100 ans va essentiellement manger du pain ou des galettes en Bretagne. Donc on est assez proche de ces hommes de la préhistoire. C'est d'ailleurs eux, les bâtisseurs de menhirs, qui vont commencer l'agriculture et l'élevage, et on se nourrit toujours comme ça aujourd'hui. Donc c'est grâce à eux qu'on vit de cette manière-là. De ces graines ici, il ne faut pas hésiter à vous approcher les enfants, à venir les voir, et les petites étiquettes, il va leur mettre la bonne étiquette en face de chaque graine. Oui. Celle-ci se ressemble un petit peu, mais est-ce que ce sont les graines, comme elle est poutre, qui nous permettent de faire de la farine? Non, en fait, ça, ce sont des lentilles. Hein. Ça ne va pas être du grain. Une galette, c'est-à-dire que ce n'est pas une pâte qui va lever, justement. Donc on n'est pas de levain. Par contre, on ne va pas mettre d'œuf ni de beurre non plus. Alors, non pas parce que le beurre n'existait pas. Vous savez qu'à l'époque du néolithique, à l'époque où les hommes ont dressé ces grands menhirs que vous avez peut-être déjà vus là-bas ou que vous verrez tout à l'heure, c'est une époque où on a commencé à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et après, toutes les techniques pour fabriquer le beurre, le séparer, la crème, etc., on n'est pas encore tout à fait au point. On utilise plutôt d'autres graisses, mais pas du beurre. Les œufs, on n'a pas encore tout à fait bien domestiqué les poules. Ça commence simplement, par contre, il y a des œufs dans la nature, des œufs sauvages, d'accord? Mais là, on n'en utilisera pas. On va faire un truc beaucoup plus simple, avec juste de la farine, tu as dit de l'eau, et alors les galettes, c'est quelque chose qu'on va plutôt manger pour le goûter. Alors le goûter, c'est des choses qu'on mange qui sont comment? Sucrées. Qui sont plutôt sucrées. Alors le problème maintenant, c'est que où est-ce qu'on va trouver le sucre et qu'est-ce qu'on va trouver comme sucre? Est-ce que vous pensez qu'il y avait du sucre blanc en poudre ou en morceaux? Alors vous allez laisser d'abord parler les autres parce que vous savez déjà des trucs. Ok? Alors, on n'a pas de sucre. On n'a pas de sucre blanc, c'est là. Il y avait des cannes à sucre Eh ben non. Parce que la canne à sucre, il fallait déjà un petit peu découvrir l'Amérique avant. Oui. Donc là, on n'a pas encore découvert l'Amérique au moment de la préhistoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre qui va servir de sucre? Alors, les plantes, on peut les mettre pour parfumer, par exemple. Mais pour sucrer. Oui. Non. Alors, non, c'est pas des fruits. Pas des fruits. Voilà, on va mettre du miel. Parce que, ben oui, mais ça, on sait le faire déjà. Voilà, les abeilles sont là, le miel est là, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va prendre du miel. Par contre, si on mélange que de la farine et du miel, on va en avoir un petit peu de mal à s'en débarrasser après. Hein. Et puis, en plus, ça va pas vraiment bien faire une pâte homogène. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il fallait mettre de l'eau. Donc, on va mélanger l'eau et le miel. Et après, mélanger ça à la pâte pour faire la pâte à galette. Alors, pour mélanger l'eau et le miel, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire le mélange? Mélanger toi.
que ça n'a pas vraiment, on va pas faire tout à fait la forme de la cuillère, mais un petit morceau de bois qui va servir à mélanger. Par contre, mon petit morceau de bois, il a quand même quelque chose de particulier. Bon, d'accord, il est tordu, mais c'est autre chose. On a enlevé l'écorce, voilà. Donc, votre mission que vous allez accepter, ça va être, mais pas tout de suite, hein, je vous dirai, ça va être d'aller chercher autour de vous des petits morceaux de bois, un petit morceau de bois comme ça par famille, et on va voir comment on fait pour enlever l'écorce. D'après vous, comment on peut faire pour enlever l'écorce d'un morceau de bois? Avec? Ouais, alors tu peux te faire mal quand même. C'est une technique, mais ça peut faire mal. Ah bah, je vous laisse faire, hein, d'accord, vous montrer. Ça donne un bon goût dans la bouche. Ouais. Non. Bah, avec un couteau. Avec un couteau. Un silex. Bah voilà. Ah bah le silex, ça a toujours beaucoup de succès. Voilà. Avec un couteau, on silex. Alors, je vais vous en donner un par famille. Par contre, celui-là, il s'appelle Robin. Je continue. Vous faites très attention parce que certains peuvent être très coupants. Alors, on ne met pas son doigt comme ça sur le silex, parce que sinon on se coupe. Je vais vous faire une petite démonstration, comme quoi ça coupe. Allez voir. Petit morceau de cuir, d'accord? On va un sac plutôt. Petit morceau de cuir. Ok. Là, c'est carrément le prestidigitateur qui vous montre son objet, parfaitement net et propre. Et donc, je vais mettre un petit coup de silex dessus. Et voilà. Quand je vous dis que ça coupe, donc si je passais plusieurs fois au même endroit, je finirais par vraiment découper le morceau de cuir. Vous voyez les rainures, Amandine? Tu vois, tu peux toucher même. Voilà, donc. Quelque chose qui est une partie importante de la préhistoire, évidemment. C'est pour ça qu'on en parle ici. Par contre, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus anciennes que les menhirs de Monteneuf. Imaginez, les menhirs ont été construits il y a 6500 ans. Ça fait déjà 240 générations d'hommes comme nous, un même cerveau, même corps, qui ont pu le voir. Par contre, les premières traces qu'on a de l'homme qui utilise le feu, c'est il y a 1,5 million d'années. Les vrais objets sont dans les musées, bien à l'abri. Celui-ci, cet objet, se retrouve au musée des Aisies, à côté de la grotte de Lascaux, est un des objets qui a l'une des plus grandes valeurs scientifiques en France. Il a plus de 17 000 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Une grosse cuillère pour boire de l'eau. Alors ça prendrait des dizaines, voire des centaines d'heures, des jours, voire des semaines à créer, parce qu'on n'a que des outils en pierre. Donc vous pourrez faire une grosse cuillère, mais autant de temps pour une grosse cuillère, c'est beaucoup de temps quand même. Hein. Sinon, on va manger directement avec ses mains à cette époque-là. On ne va pas s'embêter trop de cuillères. Ou alors on la fera en bois. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une lampe. Une lampe, mais pas à huile parce qu'on ne sait pas encore faire de l'huile. C'est à l'époque des menhirs de Monteneuf. On va faire de l'agriculture et on va commencer à faire de l'huile, comme l'huile de lin. Pour ceux qui sont déjà passés là-bas, vous le savez. Hein. Mais ici, effectivement, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on va plutôt utiliser une lampe à graisse. Donc on mettait de la graisse, puis une petite mèche, même fonctionnement qu'une bougie en réalité. Hein. Ça permet de s'éclairer. Alors vous auriez pu me dire, ils auraient pu utiliser simplement une torche. Bien sûr, mais quand vous avez une torche dans la main, vous n'avez qu'une main du coup pour peindre et dessiner. Et puis surtout, vous posez votre torche sur le sol. Une grotte, c'est humide, il y a des courants d'air, elle va s'éteindre, ou elle peut s'éteindre, au bout d'un moment, elle s'est entièrement consumée, alors que cette lampe va brûler une toute petite flamme, mais très longtemps, et vous pouvez la poser sur le sol et avoir du coup les mains libres. Les archéologues ont fait le test, ils sont allés dans une grotte avec une petite lampe comme ceci. Ça fait une petite lumière qui vacille à cause justement des courants d'air des grottes. La lumière bouge, et bien figurez-vous que les images sur les murs, elles semblent bouger aussi, avec la lumière. Plus de temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas quand l'homme a trouvé le feu dans la nature, c'est quand l'homme a fait le feu. Là, les traces les plus vieilles qu'on a, c'est il y a à peu près 800 000 ans en actuelle Palestine. Quand on a retrouvé ceci, à côté de la poterie, ce que vous avez là, petit rond de pierre, ça s'appelle un foyer. Foyer, c'est tellement un mot important, ça a donné le mot la famille ou la maison. On compte en foyer avant, pas en nombre d'habitants. En nombre de feux, c'est tellement important, c'est l'endroit où tout le monde se réunit. Dans le foyer, les archéologues vont trouver des pierres un peu comme celle-ci.
Il y a différentes couleurs. Dites-moi les couleurs que vous voyez dessus, les enfants. Tu vois quelle couleur? Qu'est-ce qu'on voit comme couleur là-dessus? Vous connaissez les noms des couleurs, les enfants? Alors, qu'est-ce qu'on voit comme couleur? Il y en a plusieurs. Il y a du rouge, du jaune, du gris. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Il y a du rose, il y a du noir, il y a du orange. À l'origine, cette pierre, elle est grise, légèrement rosée. Toutes les autres couleurs, je ne peux pas les effacer. Elles sont apparues au fur et à mesure que cette pierre soit au contact du feu très longtemps, plein de fois pendant très longtemps. On appelle ça des pierres rubéfiées, marquées par le feu tellement qu'elles ont changé totalement leur apparence. Quand les archéologues trouvent ces pierres-là, ça ne veut pas dire que l'homme a été trouver le feu dans la nature, ça veut dire qu'il le faisait précisément à l'endroit où il voulait. Évidemment, c'est la question, comment il a fait pour faire le feu, l'homme, à cette époque? Des idées? Ça, c'est du silex, tout à fait. Bien, très bien. Même ça, c'est tout à fait du silex. Je vais montrer à tout le monde en même temps. On va avoir différents genres de pierres. Ils ont trouvé tous du premier coup. Il y a celle-ci, vous la reconnaissez peut-être, violet, avec des reflets un petit peu rouillés, qui fait une forme en petites feuilles les unes contre les autres. C'est du schiste. Du schiste violet, c'est la pierre des menhirs de Monteneuf. On va retrouver ici dans la région aussi du grès. Le grès, c'est du sable qui a été concassé les uns contre les autres. Aucune de ces deux pierres, en les frappant, je n'obtiens quelque chose. À plusieurs endroits, pierres très dures. Et ce quartz ici a sûrement été utilisé pour tailler les menhirs, parce que c'est plus dur que le schiste. Toutes les formes de menhirs que vous voyez, il n'y en a aucune qui est naturelle, elles sont taillées par l'homme. Et effectivement, le silex, c'est bien ça. Le silex, Freddy, on les tape l'un contre l'autre. Autrement, en glissant, je les frotte. Voilà, j'ai la percussion, mais je vais les frotter en même temps, effectivement. Microscopique étincelle pendant un quart de seconde. Ça fait peut-être une petite odeur un petit peu étrange aussi, selon le sens du vent où on peut être. Ça chauffe un petit peu les pierres, mais ça ne marche pas. Je suis désolé, moi aussi, j'ai appris qu'on faisait du feu avec des silex. Les archéologues l'ont longtemps pensé puisqu'ils le retrouvaient au milieu des foyers, ces morceaux de silex, qui servaient plutôt à la découpe de la viande ou à la création d'outils, pas à faire du feu. Comment? Alors, bon, il y a d'autres techniques pour faire du feu, comme la friction avec le bois, mais il y a bien une technique avec la pierre par percussion. Cette technique, elle se fait par contre avec une pierre spéciale, une pierre à feu. Il y a une grande famille de pierres qu'on appelle les pyrites. Littéralement, ça veut dire les pierres à feu. Et on va avoir dans ces pyrites un cousin qui est plus commun pour nous en France et qui est très utilisé dans plein de sites préhistoriques. C'est la marcassite. Marcassite, un peu le nom du marcassin, qui va avoir des reflets rouillés, noirs, gris, comme va avoir le petit du sanglier. De soufre et de magnésium qui permet d'obtenir des étincelles, mais des étincelles larges et chaudes, qui permettent donc d'allumer le feu. Est-ce que vous allez voir les étincelles avec la luminosité qu'il y a? Franchement, qu'est-ce qu'il me faudrait pour obtenir vraiment une flamme? Ouais. Du bois, n'importe quoi qui brûle, on a dit que ça s'appelait un combustible. Ici, on utilise une plante qu'on appelle la molynie. La molynie, c'est une plante qui va pousser en zone humide, ici dans la réserve naturelle, et qui est très inflammable une fois bien séchée. Vous voyez, j'ai compressé la molynie jusqu'à réaliser un petit nid. Ça va me permettre de mettre à l'intérieur ce qui va pouvoir lancer le feu. Un des initiateurs que je vais utiliser, c'est ça, du roseau, le roseau massette, tout à fait exactement. Et pour que ça s'enflamme, surtout le roseau, il y a besoin d'une étape avant la flamme. Cette étape-là, on l'appelle la braise, pas B-R-E-I-Z-H, c'est la Bretagne, B-R-A-I-S-E. Je vais utiliser ceci.
Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà vu? C'est de l'amadou. C'est de l'amadouvier totalement. Hein, c'est ça, c'est un champignon en famille des polypores qui va pousser sur les troncs d'arbres. Hein, imaginons qu'il y a un tronc d'arbre là comme ceci. Donc je frappe. Si je frappe trop fort, eh bien évidemment je risque de casser ma pierre en plusieurs morceaux. Ça va devenir beaucoup plus difficile pour l'utiliser, la pierre de marcassite. Si je tape pas assez fort, c'est pas assez fort, ça ne va pas arracher les morceaux qui vont bien se transformer en étincelles. Il faut trouver un coup de main entre les deux. Il y en a qui voient quelque chose apparaître. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y en a qui sentent un peu une odeur aussi. Si on sent dans le vent lequel vous êtes. Voici une braise d'amadou. Il ne peut pas y avoir de feu sans oxygène. Donc, je vais devoir souffler. Tu peux lui dire si tu veux. Ah oui, d'accord, ça vient. Bon, vous avez vu, c'est pas automatique, c'est pas parti tout de suite.